Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique en compagnie de notre CPA, notre comptable professionnel agréé et agréable, disons-le. Régent Lemieux, bonjour. Merci Michel, oui, bonjour. C'est dans le cadre, naturellement, des Mardis Mallettes. Régent, on va parler aujourd'hui de l'indice de confiance des consommateurs qui est en hausse. Les travailleurs s'attendent à des augmentations de 1,9 %. Explique-nous juste qu'est-ce que c'est ça. Bien, l'indice de confiance des consommateurs, c'est un indice qui sort annuellement sur comment les consommateurs vont se comporter au cours de la prochaine année. On est encore positif? C'est encore positif, malgré toutes les nouvelles qu'on a reçues dernièrement. Les consommateurs sont très positifs par rapport à ça. Les consommateurs, donc les employés, s'attendent à avoir des augmentations de salaire de 1,9 %, donc pratiquement 2 %. Ce qui est intéressant parce que l'inflation est pratiquement nulle présentement. Elle n'est pas si élevée que ça. Elle est à 1 %, donc c'est gagnant pour eux. Donc, ils s'attendent, à cause que le marché de l'emploi est quand même assez restreint actuellement, donc il y a beaucoup de postes en jeu, donc ils s'attendent à des augmentations pratiquement de 2 %. L'autre élément qui ressort... Est-ce que c'est beaucoup? Par rapport à... Est-ce qu'il y a une échelle? C'est plus élevé. Bien, c'est plus élevé que d'habitude qu'on a comme... Habituellement, ça va jouer entre 1 et 1,5. Là, cette année, ils sont pratiquement à 2 d'augmentation générale là, qui est prévue, que les consommateurs s'attendent d'avoir comme augmentation de salaire. Okay. Donc, c'est plus que d'habitude. Donc, c'est relié que le marché... Ils sentent que le marché de l'emploi est vraiment présentement en leur faveur. Ils s'attendent à avoir des augmentations de salaire en conséquence. La pénurie de main-d'œuvre aide? La pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment le principal élément qui fait que les gens s'attendent à ces augmentations-là. Tu parles de positivisme. Est-ce que, bon, je te pose la question à chaque chronique, est-ce qu'on est encore positif? Parce que là, bon, les magasins qui ont fermé la semaine dernière, est-ce qu'on est encore positif par rapport à l'économie? Parce qu'on parlait de 5-6 % d'augmentation par rapport à l'économie. Est-ce que c'est encore, les économistes sont encore aussi positifs? Ils sont positifs. C'est sûr que dans le fond, j'appelle ça une douche froide qu'on a reçue la semaine dernière pour les confinements encore qui s'est fait pour les régions. Merci Montmagny-Lillette, c'est un peu décevant d'entendre un peu les fermetures de commerce parce que quand on parle de fermeture de commerce, c'est sûr que c'est des pertes automatiques pour eux parce que les frais fixes sont là. Il y a des programmes de subventions qui demeurent, la subvention salariale, les subventions pour les loyers, mais ça ne vient jamais couvrir une perte de vente. Donc, les profits ne sont pas au rendez-vous. Fait qu'on pèle par en avant des problèmes. Fait que c'est un peu décevant pour l'avenir de ces commerces-là. Mais par contre, le marché reste positif à cause, bien entendu, de l'augmentation du nombre de vaccins. On parle de plus de 25 % de la population qui est vaccinée maintenant. Et les consommateurs sont très positifs par rapport à l'été qui s'en vient. Donc, ils s'attendent d'investir 4,6 % de plus dans leur budget cette année que l'an passé. Donc, ils s'attendent d'avoir... Eux, là, ils attendent l'arrivée vraiment du retour des beaux jours, comme on peut dire. Puis le consommateur est prêt à consommer. Donc, c'est très positif pour les économistes parce que c'est eux qui créent la richesse, de dire on investit, on continue à bouger par rapport à notre argent. Donc, là, présentement, il faut comprendre que les gens ont beaucoup empoché, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'argent dans leur portefeuille actuellement à cause qu'ils ne peuvent pas le dépenser, mais ils prévoient le dépenser. Donc, pour ce côté-là, les économistes sont très positifs en lien à ça. Mais on a quasiment le premier tiers de l'année de complété, 4 mois. Alors, ces 4 mois-là sont passés, puis comme les commerces sont fermés, les restaurants sont fermés, ça doit affecter certains. Ça vient affecter, ça c'est sûr, sauf qu'il faut comprendre que pour l'été et l'automne, on s'attend de... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 1920, lorsqu'il y a eu également aussi, je pense que c'était la grippe espagnole à l'époque, là, ils ont eu les années folles des années 1920, donc où les gens ont sorti énormément, la danse, etc. Ils s'attendent le même principe qui est prévu dans les années à venir. Là. Donc, on s'attend que les consommateurs vont profiter au maximum du temps en disant si on redevient confiné un jour, on va en profiter là. Fait que c'est pour ça qu'ils demeurent positifs par rapport à l'augmentation encore de 5 %. Il risque d'avoir plus que 5 % dans le fond, les budgets vont être dépensés en peu de temps cette année parce qu'il va nous rester moins de mois, déjà 6 mois de passé. Mais ils s'attendent qu'ils vont le dépenser quand même, ce fameux 5 % -là qui est prévu. OK.
Annonce du report au Québec de la date de production des rapports d'impôts et du paiement, ça, tu me l'apprends, là? Oui, bien effectivement, dans le fond... Et probablement tu l'apprends à beaucoup de gens. Oui, bien, Revenu Québec, dans le fond, ont décidé la semaine dernière de reporter d'un mois la date de production des rapports d'impôts, également aussi le paiement. Donc, on a un mois de plus pour produire nos rapports d'impôts et également de payer, donc sans intérêt jusqu'au 31 mai. Le gouvernement fédéral devrait l'annoncer, ou si ce n'est pas fait aujourd'hui, pour la même chose, parce que normalement, le provincial et le fédéral se suivent en lien à ça. C'est sûr qu'avec les zones rouges foncées, comme on dit, c'est ça qui a fait avancer que le gouvernement du Québec a décidé de reporter la date d'un mois. Je rappelle que, dans le fond, pour tous ceux-là qui ont reçu la fameuse PCU, le PCRE, l'assurance emploi, eux, ils ont un an, pas pour produire, un an pour payer leurs impôts. Donc, ils ont jusqu'au 30 avril 2022 pour payer leurs impôts qu'ils doivent au gouvernement. Pourquoi qu'ils attendent à la fin comme ça? Parce qu'on est quand même... la décision a été rendue le 15 avril, là. Pourquoi qu'ils attendent aussi près, là? Parce que, il nous restait 15 jours pour faire notre rapport d'impôt. On aurait pu prendre ça... J'ai ri Michel parce que je me suis posé la même question que toi. Je ne sais pas attendre autant. On est rendu... Le 15, ils ont annoncé ça le 15 avril, à 15 jours de la fin des impôts, alors que ça doit faire un mois qu'on se pose la question, nous, les comptables, en disant ils vont sûrement retarder parce qu'il y a des restrictions importantes pour l'ouverture des commerces, etc. Donc, on ne peut pas rencontrer les clients comme la normale. Les gens ne peuvent pas bouger aussi normalement pour venir apporter leurs papiers. Et on apprend le 15 avril que, dans le fond, ils ont décidé de reporter. Parce que pour vous autres aussi, ça vous donne du temps un peu? Oui, bien effectivement, ça permet de... C'est toujours très, très intensif vers les derniers jours, là. Oui, effectivement, ça nous permet de mieux planifier les entrées de dossiers, là. Mythe ou réalité, on paie plus de 50 d'impôts lorsqu'on vit au Québec? Ça, Michel, c'est une question qu'on reçoit beaucoup. Quand les gens arrivent nous rencontrer pour payer leurs impôts, ils ont l'impression qu'ils payent 50 d'impôts. Moi, j'ai l'impression qu'on paye plus que ça. On paye plus que ça, c'est encore pire. Mais au Québec, entre autres, les gens, c'est une question qu'on a souvent. Moi, ça me coûte 50 d'impôts, donc c'est pas tout à fait vrai. On va vous montrer un tableau par rapport à ça, justement. On vous a montré deux revenus effectifs possibles, c'est 40 000 puis 100 000. Le taux effectif, c'est quoi? Le taux effectif, c'est le taux réel qu'on paye en impôts, global. Parce qu'il faut comprendre qu'au Québec et au Canada, le taux d'exemption de base est environ 12 000 au total. Fait que sur le premier 12 000, on ne paye pas d'impôts. Fait que si je prends un revenu de 40 000, j'enlève le 12 000, je paye seulement sur 28 000 d'impôts. Puis ce taux-là donne 17,56. Puis le taux marginal, par contre, qui est pour les dollars additionnels, c'est-à-dire que si je gagne 40 000 cette année, puis j'aurai une augmentation de salaire de 2 000, là, je vais payer pour les prochains 2 000 27,53 OK. Donc, à tous les fois, donc, étant donné qu'on est palliatif, le taux d'imposition va augmenter en fonction de la tranche additionnelle que tu as. Mais le taux effectif est à 27,53. Au rapport d'impôt de l'an passé? Par rapport à ton revenu que tu gagnes. Dans le fond, ton revenu additionnel que tu rajoutes, lui, il est rendu à un niveau palier à du 27,53. Mais globalement, étant donné que tu as des crédits de base, ton taux d'imposition est à 17,56. Si on prend un revenu de 100 000, le taux effectif est à 29,25 alors que le taux marginal pour la prochaine tranche de 1 000 lui, il est rendu à 45,71 Là, on approche du fameux 50 d'impôt qu'on paye. Mais c'est seulement le revenu additionnel, mettons le 1 000 de plus ou le 2 000. À toutes les fois qu'on rajoute des revenus, là, on paye du 45 fait que là, mon taux effectif augmente aussi indirectement. Ça m'amène à te poser la question, est-ce que c'est vrai que le Québec est la province la plus taxée? Oui, effectivement, le Québec est une des provinces les plus taxées. Une des provinces ou la province? Je ne sais pas si c'était... Il me semble qu'il y a une autre province qui est aussi taxée que la nôtre. Je n'ai pas le nom présentement en tête, là, mais le Québec est effectivement une des provinces les plus taxées. Sinon, la province la plus taxée. OK. Alors, ça répond bien à ce que je pensais. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'en Alberta, ils ne payent pas d'impôt provincial. Donc, il y a des provinces qui ne payent pas d'impôt à cause que, mettons, l'Alberta, les autres, à cause de l'économie à l'époque du pétrole, je dis bien à l'époque, là, parce que ça va peut-être changer leur situation, les autres. Là. Les autres, là, dans la province, ils ne payaient pas d'impôt. Donc, ils payaient seulement de l'impôt fédéral. Ils ne payaient pas d'impôt dans la province. Bien souvent, qu'est-ce qui change? Au fédéral, on paye tout le même taux d'imposition, mais c'est au Québec, dans les provinces, que ça va venir changer par rapport à ça. Parce que l'Alberta, ça allait tellement bien. C'est une province qui n'avait pas de dette. Effectivement. D'ailleurs, c'est une raison pourquoi les gens allaient faire des exodes dans l'Ouest. Donc, beaucoup de Québécois sont partis vivre en Alberta. Une des raisons, c'est à cause du taux d'imposition. C'est une bonne raison. Oui. Lorsque je prends ma retraite, combien je peux retirer de mon régime d'épargne retraite enregistré par année?
Ça, c'est une question qu'on a souvent, Michel, parce que la population est vieillissante, donc les gens commencent à arriver à leur retraite, puis là, ils se demandent combien ils doivent retirer de leur RIR. Ils peuvent retirer le montant qu'ils veulent. C'est sûr que tu n'as pas avantage de retirer 50 000 dans la même année, parce que avec qu'est-ce que je viens d'expliquer... Il faut qu'il en reste et on vit de plus en plus longtemps. Effectivement. Puis là, si tu rajoutes 50 000 à ton revenu actuel, tu comprends que tu es rendu à des paliers, là, 45 et plus de taux d'imposition. Fait que tu as avantage de le sortir graduellement. Fait que la loi n'oblige pas, jusqu'à 71 ans, tu peux sortir le montant que tu veux dans ton REER. Tu sors normalement le montant que tu as besoin pour vivre. Tu n'en sors pas plus que ça. Tu n'as pas avantage d'en sortir plus que ça parce que tu t'imposes lorsque tu arrives en fin de carrière. Puis à 71 ans, mais là, le gouvernement oblige de sortir. Donc, si à 71 ans, mettons, tu ne les auras pas toutes sorties, là, à ce moment-là, on vient sortir, à 71 ans, c'est 5,25 %. Puis ce taux-là augmente tout le temps jusqu'à 20 % rendu à 95 ans. Donc, à tous les années, il t'oblige d'en sortir un peu plus. Puis le RIR devient un FER. Donc, il devient un fonds de régime d'épargne. Le RIR est transformé en FER. Puis de 71 ans jusqu'à ton décès, là, le gouvernement te l'oblige de sortir. Mais entre les deux, tu sors le montant que tu veux de ton RIR. Il n'y a pas de montant minimum. Excuse-moi, mais la question, probablement que les gens se la posent en même temps que moi. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement oblige de sortir, de sortir ton argent? Bien, parce que le gouvernement, à un moment donné, ils disent, en prenant un RIR, tu as eu une épargne d'impôt à l'époque, que tu l'as pris. Puis le gouvernement, il dit, bien, à un moment donné, il faut que tu me redonnes cet argent-là un jour. Okay. Puis là, il a décidé que l'âge était 71 ans. C'est beau. Le gouvernement ne perd pas d'argent. Le gouvernement ne perd pas d'argent. Un jour ou l'autre, il va te le ressortir. Sinon, c'est à ton décès. À ton décès, tu n'as pas le choix de t'imposer sur l'ensemble de tes RIR. Lorsque tu décèdes, on devient imposable sur notre revenu. Donc, quand tu places pour un RIR, tu retires une quarantaine de pourcents de... À peu près, oui. À cause quand tu le retires, bien là, tu repayes de l'impôt là-dessus. Tu payes de l'impôt là-dessus, mais normalement, tu vas le payer un taux d'impôt moins élevé. Tu es toujours gagnant. Tu es toujours gagnant parce que normalement, tu gagnes moins cher en vieillissant. Fait que ton taux d'imposition, étant donné qu'on est palliatif, il est moins élevé. Donc, c'est un des avantages de le sortir à notre retraite, cet argent-là qu'on a épargné. L'achat d'un ordinateur pour les étudiants est-il déductible d'impôt? On a eu beaucoup cette question-là, Michel, cette année, parce qu'on sait que les étudiants étaient à la maison en télétravail, en téléétudes plutôt, dans leur cas à eux. Là. Mais malheureusement, l'ordinateur n'est pas déductible d'impôt. Donc, pour qu'un ordinateur soit déductible d'impôt, on le voit plus, mettons, par des travailleurs, des gens, mettons, si l'employeur ne fournit pas l'ordinateur pour un travailleur, là, on peut venir le déduire dans les frais de bureau à domicile. Mais pour les étudiants, malheureusement, ce n'est pas déductible l'ordinateur qu'ils ont à acheter pour l'école. Même au primaire, secondaire, parce qu'il y en a qui ont acheté des tablettes, etc. Là, malheureusement, il y en a beaucoup qui emportent leur papier là-dessus, mais ce n'est pas déductible. Et pourtant, cette année, les gens ont eu à investir pour s'organiser à travailler à la maison. Ouais. Et on termine avec le crédit de prolongation de carrière. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, le crédit de prolongation de carrière, c'est que dans le fond, le gouvernement, quand il a vu qu'il manquait des travailleurs, donc une pénurie de main-d'œuvre, il a mentionné aux gens qui avaient 60 ans et plus, on va vous donner un crédit si vous continuez à travailler. Donc, un crédit qui vaut à 1 500 $, qui est déduit dans ton rapport d'impôt. À 65 ans, il monte à 1 650 $, donc il monte un petit peu plus haut. Ça, c'est pour inciter les gens à continuer à travailler. Donc, la personne qui travaille après 60 ans reçoit un crédit dans son rapport d'impôt et l'employeur, lui, doit d'aller chercher les déductions à la source que ça y coûte en lien à ça. Donc, il y a une partie qu'il peut récupérer. Puis ça, c'est pas tout le monde qui sait ça. Donc, autant pour l'employé, il a droit à un crédit. Normalement, assurez-vous, vous avez ce crédit-là qui a été mis dans votre rapport d'impôt. Puis pour l'employeur, lui, il a avantage à vous engager parce que lui aussi, il a un crédit de son côté sur les avantages sociaux que ça coûte pour l'employé de 60 ans et plus. Okay. Donc ça, c'est un élément que les gens ne savent pas, puis je l'ai mentionné aujourd'hui. Donc, on a une population vieillissante, donc 60 ans et plus, on en voit de plus en plus. Fait que, mais ça, est-ce que ça vaut pour les gens qui ont pris leur retraite et qui veulent avoir un petit travail là, pour passer le temps? Là, ça accorde exactement avec ça. Okay. Parce que des fois, les gens qui avaient pris leur retraite disaient « Ah, moi, je ne retourne pas travailler, ça va me coûter trop cher d'impôts. » C'est moi ce que j'entends souvent. Là, effectivement. Là, il y a quelques années, ils ont décidé d'instaurer un crédit. Moi, je pense que ce crédit-là va être même bonifié à cause de la pénurie de la main-d'œuvre. Ils n'ont pas le choix que les gens qui ont été à leur retraite les inciter à revenir sur le marché du travail pour combler des heures, etc. Fait que ça, moi, je trouve que c'est gagnant-gagnant. En pénurie, on trouve des solutions. On donne des crédits à ces gens-là, puis on donne des crédits aux entreprises qui les engagent en plus. Fait que c'est vraiment gagnant-gagnant. Mardi matin, tu vas être avec nous en direct pour nous parler, dans quelques instants, là, pour nous parler puis nous commenter le budget. À quoi tu t'attends pour le budget? On s'attend à un budget un peu...
Moi, je m'attends qu'il va y avoir des prolongations au niveau des programmes de subvention. C'est le feeling que j'ai à cause que présentement, on est encore en confinement, etc. Fait que on s'attend que le gouvernement Trudeau va annoncer des prolongations jusqu'en septembre des fameux programmes de subvention qui sont donnés aux entreprises. On s'attend que ça va être un budget vraiment pour aller en élection. Donc, des dépenses qui vont être accordées, probablement peut-être des cadeaux. Des cadeaux qui vont être donnés à la population. Donc, est-ce qu'il va y avoir des cadeaux précis qui vont être donnés à des étudiants, etc. Là? Fait qu'un peu comme le gouvernement du Québec a fait. Là. Mais on s'attend que ça va être un budget pour aller en élection. Donc, budget électoral, dans quelques instants. Régent sera avec nous parce que cette chronique-là a été enregistrée vendredi. Alors, dans quelques instants, Régent sera avec nous pour commenter le budget qui a été déposé hier. Alors, restez avec nous. On revient avec Régent Lemieux un peu plus tard dans l'émission. Dans le cadre des Mardis Mallette, C'est ma TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.